Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième Lunch and Learn de l'APL sur le droit du médicament et plus particulièrement sur le remboursement de ceux-ci. Aujourd'hui, pour ce deuxième opus, j'ai la chance de recevoir Maître Camille Settel du cabinet Teva-Serreter et Monsieur Claude Frieden de la CNS. Alors le programme de ce jour, il est en 5 points. La première, une présentation de l'APL et quelques informations pratiques. Ensuite, je vous présenterai les deux intervenants. Et puis, je leur laisserai la parole sur le droit des médicaments. En fin de session, nous commencerons la session de questions-réponses enregistrée ici. Et cette série de questions-réponses sera suivie par une deuxième série sur Teams. Voilà. Alors pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, qui est l'APL? L'APL, c'est l'association de l'industrie pharmaceutique innovante, ce qui veut dire que nos missions, c'est vraiment de promouvoir les meilleurs soins de santé en encourageant l'innovation thérapeutique dans le domaine des médicaments à usage humain au Luxembourg. Chaque mot a son sens. Meilleurs soins de santé, innovation thérapeutique, humain et Luxembourg, c'est vraiment les mots-clés qui nous animent. Alors aujourd'hui, nous sommes 57 membres de l'industrie innovante, 57 membres présents et actifs sur le territoire grand-ducal. Je ne vais pas tous vous les lire, vous pourrez les lire sur le slide. Et j'en arrive aux informations pratiques pour vous permettre de suivre ce webinaire. Nous avons enregistré ce webinaire avant, donc nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas. Les questions, les mains levées ne sont pas accessibles pour nous. Nous avons une session de questions-réponses à la fin de la présentation et tout ce matériel sera disponible pour vous sur le site de l'APL, à la fois l'enregistrement et aussi les slides. Donc, ce qui est aussi très important, c'est qu'au-delà de cet enregistrement, que ce soit Camille ou que ce soit Claude, nous sommes tous trois à votre disposition pour toute question, suggestion par rapport à ce webinaire ou par rapport à d'autres besoins d'informations dont vous souhaiteriez bénéficier. Voilà. Assez parlé de l'APL, assez parlé de tout ceci. Il me reste à vous introduire nos deux interlocuteurs, Maître Camille Settel. Maître Settel est partenaire chez Teva-Serreter, une spécialisation en IP, en soins de santé et en affaires en régulatory. Elle a un master en recherche du droit public fondamental, en droit européen. Elle est membre du barreau de Luxembourg et elle est aussi surtout connue par vous tous pour son ouvrage sur le droit du médicament que nous avons eu le plaisir de vous présenter au mois de février. Vous pouvez le retrouver, il est aux éditions Larcier. Et encore plus connu de vous tous, Claude Frieden, Monsieur Claude Frieden, qui est membre de la direction de la Caisse nationale de santé, qui est chef du département médicaments et dispositifs médicaux. Comme vous le savez, Monsieur Frieden dispose d'un master en pharmacie. Voilà. Le déroulement de la présentation se voudra un échange entre Camille et Claude, où chacun d'entre eux va pouvoir exceller dans leur matière, Camille sur les aspects légaux et Claude sur tous les aspects mis en pratique de ces aspects légaux. Voilà, assez pour moi, je vous cède la parole. Bon, je vais me lancer. On va commencer d'abord par voir le parcours du médicament et son cadre au niveau du Luxembourg. C'est-à-dire, il y a trois instances involvées dans le parcours du médicament, de son enregistrement jusqu'au remboursement. Et ces trois instances, ils sont le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité sociale et en fin de compte, la Caisse nationale de santé. Ces trois instances, ils ont différentes responsabilités, différentes compétences. Et en fin de compte, dans le trajet du médicament jusqu'à son remboursement, les trois instances interviennent. Et les décisions prises individuellement jouent après dans la prise de décision au niveau du remboursement. C'est-à-dire, c'est un point important pour l'industrie, c'est de suivre cette évolution au niveau des instances luxembourgeoises pour avoir une certaine garantie qu'en fin de chaîne, le remboursement peut être accordé dans le cadre prévu. Voilà. On a parlé d'un impact plutôt point de vue administratif. Je passe à un impact plus tangible qui est l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie maternité. Et si on regarde le tableau du décompte 2019, on voit que les dépenses dues aux médicaments disponibles en extra-hospitalier
se situe à environ 240 millions sur un budget total de 2,15 milliards en ce qui concerne les prestations de nature délivrées au Luxembourg. C'est-à-dire les médicaments, ils ont un impact important sur le budget de l'assurance maladie, mais il faut tenir compte que cette ligne-là, elle représente les médicaments délivrés en officine ouverte au public et aussi les médicaments délivrés des pharmacies hospitalières vers l'extra-hospitalier. L'usage hospitalier en lui-même, il est incorporé dans les dépenses des soins hospitaliers. Voilà. Alors, je vais pour ma part décrire les grandes lignes du mécanisme de la prise en charge des médicaments ici à Luxembourg. Donc la prise en charge des médicaments fonctionne sur la base d'une liste positive qui recense l'ensemble des médicaments qui sont pris en charge par l'assurance maladie à Luxembourg. Cette liste, elle est placée sous la compétence de la CNS, qui est responsable pour l'inscription aussi bien que la radiation de ces médicaments sur cette liste. Et cette liste contient également l'indication du taux de prise en charge du médicament. Donc aujourd'hui, il y a 3 taux, 40%, 80% ou 100%. Et donc c'est la CNS qui décide, selon les critères que Claude va nous détailler, du taux dont pourra bénéficier un médicament inscrit sur la liste positive. Voilà, effectivement, c'est juste un peu pour détailler, cette distribution entre taux préférentiel, c'est-à-dire le taux de 100%, taux normal, le taux de 80%, et taux réduit, le taux de 40%, cette distribution, elle a évolué au cours des années. Maintenant, on peut dire que le taux des médicaments à remboursement préférentiel, il se situe environ de 60%. C'est par rapport aux dépenses de l'assurance maladie maternité. Et 40%, c'est une majorité pour le taux normal et le taux réduit, ça se réduit c'est en dessous de 5%, quoi, hein. Ce taux a évolué, j'avais dit au départ, c'est-à-dire si on regarde maintenant 2012, on se rend compte que là, le taux normal et le taux préférentiel étaient à part égale, hein. Et c'est un peu l'impact d'un phénomène lequel on va détailler au fil de cette discussion-ci, c'est l'impact des médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, qui sont remboursés au taux préférentiel, et c'est pour ça que ça a eu un impact sur cette distribution. Voilà, alors après avoir décrit les grandes lignes, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et je vous propose donc de voir quels sont les médicaments qui sont concernés par la prise en charge et donc l'inscription sur la liste positive. Selon quelle procédure, quelle est la procédure concrète à suivre pour bénéficier de l'inscription sur la liste positive et quelles sont les conditions. Alors, quels médicaments sont concernés? Donc, pour cela, il faut se référer à l'article 22 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que la prise en charge des médicaments dispensés dans les pharmacies ouvertes au public et dans le cadre de la délivrance hospitalière se fait selon une liste positive à publier au mémorial. Donc, il ressort de cet article que 2 types de médicaments peuvent être inscrits sur la liste positive. Il s'agit d'abord des médicaments délivrés en officine, ouvertes au public, ainsi que les médicaments dans le cadre de la délivrance hospitalière, mais ce sont les médicaments qui sont réservés à la délivrance hospitalière, et ceci depuis une loi du 18 décembre 2015. Alors, on conclut de cette répartition que sont exclus les médicaments réservés à l'usage hospitalier. Donc, on détaillera un petit peu plus tard cette catégorie, c'est la catégorie H des médicaments. Ces médicaments ne sont pas inscrits sur la liste positive. Et on peut faire également référence rapidement aux dispositifs médicaux. Alors, ces dispositifs médicaux peuvent également être pris en charge par la sécurité sociale en vertu de l'article 17 du Code de la sécurité sociale. Voilà, effectivement, les points que Camille a abordés ici reflètent ce qu'on avait abordé au départ. C'est-à-dire, on voit que des décisions prises par des instances autres que la CNS, ici dans le cas présent le ministère de la Santé, ont un impact en fait finalement sur une éventuelle inscription dans la liste positive et au remboursement. Ici, le ministère de la Santé a défini un médicament comme un usage hospitalier.
C'est-à-dire il sera exclu d'office de la liste positive. Ce qui ne veut pas dire que le médicament ne sera pas remboursé au Luxembourg, mais pas dans le cadre, en tout cas, de la liste positive. La même chose, une autre précision que je voudrais bien apporter à ce slide-ci, c'est le terme de délivré par une pharmacie hospitalière. Parce qu'on pourrait se dire, et c'est quelque chose qui parfois est mal compris au niveau du terrain, c'est qu'une pharmacie hospitalière, elle délivre tous ses médicaments. Hein, et il y a une partie qui est délivrée dans l'enceinte même de l'hôpital et l'autre vers l'extérieur. Mais la liste positive, elle ne considère que ces médicaments qui sont délivrés vers le milieu ambulatoire. Comme précision à rajouter au point des dispositifs médicaux, c'est que pour les médicaments, il y a une démarche claire et structurée au niveau des instances, c'est-à-dire le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale, ils sont tous les deux involvés dans la prise de décision pour une prise en charge de médicaments au final, tandis que pour les dispositifs médicaux, les décisions se basent que sur un dossier qui est créé au niveau de la CNS, c'est-à-dire la CNS détermine un prix qui n'est pas un prix public, mais un prix de référence, et le taux est attribué par la CNS, c'est-à-dire il n'y a pas ce travail fait des autres instances au préalable. Voilà, donc après avoir bien compris quelles catégories de médicaments sont éligibles à l'inscription sur la liste positive, il importe de préciser la procédure à suivre. Alors, selon l'article 22 du Code de la Sécurité sociale, ne peuvent être inscrits sur la liste positive que les médicaments qui disposent d'une autorisation de mise sur le marché, d'un prix au public, et pour lequel le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché a formulé une demande auprès de la Caisse nationale de santé en vue de son inscription sur la liste positive. Alors, on retire de cet article 22 les enseignements suivants, donc, que Claude a évoqué tout à l'heure, c'est que 3 autorités finalement sont imbriquées dans l'aboutissement à l'inscription sur la liste positive, puisque il faut d'abord demander l'autorisation de mise sur le marché, un numéro national auprès du ministère de la Santé lorsque l'autorisation a été délivrée en vertu de la procédure centralisée, ainsi qu'un prix au public avant de pouvoir bénéficier de l'inscription sur la liste positive. Et petite précision pratique, la demande de prix peut être introduite concomitamment à la demande d'inscription sur la liste positive qui est adressée à la CNS. Alors, pour détailler rapidement chacune de ces procédures, donc auprès du ministère de la Santé est adressée la demande d'autorisation de mise sur le marché ou de numéro national. Cette étape est importante puisque c'est à ce stade que se détermine la classification du médicament qui a été évoquée tout à l'heure et qui précise d'une part les conditions de délivrance du médicament, donc à savoir si le médicament sera délivré en officine, s'il sera délivré en pharmacie hospitalière, c'est la catégorie D, ou si il sera réservé à l'usage hospitalier, c'est la catégorie H, auquel cas il suit tout un autre canal budgétaire. Au niveau de l'autorisation de mise sur le marché, cette classification détermine également le mode de prescription du médicament, s'il est soumis à prescription renouvelable, s'il doit être prescrit par un médecin spécialisé, et toutes ces conditions qui sont posées et qui sont décrites dans l'autorisation de mise sur le marché doivent être respectées pour bénéficier in fine de l'inscription et de la prise en charge. Mmh. Naturellement, les conditions fixées par le ministère de la Santé sont des conditions à viser santé publique. C'est-à-dire si eux ils définissent que si un médicament a besoin d'une ordonnance, par exemple, ça veut dire que le médicament ne peut être délivré en officine ouverte au public que sous l'ordonnance médicale, quoi. Il n'y a pas de lien direct avec le remboursement dans ce cas-là, parce que souvent dans la tête des gens, il y a un lien direct entre ordonnance et remboursement. Tandis que pour avoir un remboursement, il faut de toute façon une ordonnance. Ce n'est pas l'inverse, que s'il y en a une ordonnance, qu'il y a le remboursement. Ça, c'est une petite ambiguïté qui serait à clarifier là aussi. Mais on voit que, comme déjà évoqué avant, le ministère de la Santé, par la fixation du cadre du médicament,
influence le trajet du médicament quant à sa distribution, mais aussi par rapport à qui peut le prescrire. Ça mène en fait aux décisions de la CNS au final, quoi. Voilà, donc on en revient toujours à cette question que chaque étape détermine l'avancement dans le processus. Et donc la deuxième étape serait celle de la demande de prix, parce qu'à Luxembourg, les prix des médicaments doivent être approuvés. Alors ici, on est sous la compétence du ministère de la Sécurité sociale. Donc pour les médicaments qui sont délivrés en officine ouverte au public, c'est le prix public qui est approuvé. Pour les pharmacies hospitalières, c'est le prix ex-usine, parce que ces médicaments ne sont par définition pas vendus au public, donc non pas par définition pas de prix au public. Et donc c'est le prix ex-usine qui sera répercuté sur la liste positive. Et le délai légal prévu pour cette procédure de demande d'approbation des prix est de 90 jours. Et donc, concomitamment ou pas, la demande d'inscription sur la liste positive qui doit être adressée à la CNS au moyen du formulaire qui est mis à disposition sur le site de la CNS. Donc il est très important de recourir à ce formulaire sous peine d'irrecevabilité de la demande. Et le délai prévu pour la réponse à l'inscription sur la liste positive ou le refus est de 180 jours. Voilà, en fait, ce règlement se base sur la directive transparence. Le formulaire fait partie du règlement qui a été publié en décembre 2002. Si on revient au formulaire, les points essentiels pour nous dans le traitement, c'est de pouvoir identifier de façon univoque d'un côté le demandeur, parce que c'est celui qui est responsable finalement, et c'est celui auquel nous on émet une décision. De façon univoque, il faut aussi identifier le produit en lui-même, parce que il faut que nous on retrouve le médicament au niveau de la base de données partagée entre les trois instances. Il faut savoir que on les a nommés au départ, et on les a nommés à plusieurs reprises déjà. Le ministère de la Santé, la Sécurité sociale et la CNS, on travaille tous les trois sur une même base de données au final. Et nous, quand on fait l'analyse pour une inscription dans la liste positive, il faut pouvoir identifier le produit. Et c'est un des points vraiment importants pourquoi remplir ce formulaire, c'est pour que nous on puisse vraiment savoir de quel produit il s'agit. Un autre point important, c'est les prises en charge dans les pays limitrophes, ou de façon générale dans l'Union européenne, quoi. Ça nous donne un aperçu comment les autres pays gèrent la prise en charge des produits et s'ils appliquent des conditions de prise en charge particulières. Je m'explique, parfois des médicaments sont remboursés dans des indications très précises qui se limitent alors peut-être à une partie des indications qui ont été retenues au niveau de l'autorisation de mise sur le marché pour des questions de remboursement, une caisse de maladie fait le choix de le rembourser que partiellement. Ces indications-là sont importantes pour nous parce que ça montre en fait que d'autres caisses ont pris des choix par rapport au remboursement. Et voilà, c'est un indicateur pour nous comment ils ont réagi là-dessus. Mais même s'il n'y a pas de prise en charge conditionnelle particulière, cette info est aussi importante. C'est-à-dire, même si, par exemple, en France, le médicament qui vient de France, il est remboursé directement en France sans conditions particulières, c'est quand même aussi intéressant pour nous de le savoir. Parce qu'en fin de compte, le travail est fait au Luxembourg. Vous pouvez vous imaginer que le staff derrière pour faire ces évaluations, il n'est pas très, très élevé. C'est-à-dire, on fait du travail sur dossier et savoir comment une autre caisse a abordé le sujet nous facilite le travail en interne.
Et un quatrième point que je voulais soulever, qui est important, c'est la date de mise en commercialisation effective, qui va en fait un peu guider, en fin de compte, l'arrivée sur le marché du produit. Parce que si nous, on n'est pas en phase avec notre décision, avec la mise en commercialisation effective, il y a des frottements. Hein. Les médecins, ils sont informés de notre côté que le médicament est déjà remboursé. S'il n'est pas encore disponible, ben, ils ne sont pas contents. Et de l'inverse aussi, si nous, on tarde à donner notre avis et que l'industrie avait quand même déjà prévu la commercialisation, ben, là aussi, il y a des tensions. Voilà. Ça, c'est les 4 points importants que je voulais soulever. C'est-à-dire, univoquement identifier le demandeur, le titulaire, le produit, la question des prises en charge conditionnelles dans les pays d'où provient le médicament, et en 4e lieu, cette date de commercialisation effective. Voilà. Et donc, on en arrive, une fois qu'on a bien compris la procédure à suivre pour formuler cette demande d'inscription sur la liste positive, aux conditions d'inscription sur cette liste positive. Donc, l'une des conditions que Claude vient d'évoquer, c'est la commercialisation effective du médicament, avec l'obligation également pour le titulaire d'AMM d'informer en cas de rupture, en cas de cessation de commercialisation, pour qu'effectivement la liste positive puisse refléter de manière correcte l'état de la commercialisation des médicaments. Mais pour ce qui concerne donc les conditions de fond à remplir, donc, il faut se référer à l'article 22 du Code de la Sécurité sociale, lequel renvoie aux fameux articles 17 et 23 qu'on a déjà évoqués lors d'un précédent webinaire. Et une autre base légale importante est le règlement grand-ducal du 12 décembre 2002. Alors entrons dans le détail de ces textes. L'article 22 du Code de la Sécurité sociale, donc comme je viens de le dire, renvoie dans la décision d'inscrire ou non un médicament aux critères qui découlent des articles 17 alinéa 1 et 23 alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale. Alors que nous apprennent ces deux articles, on va les regarder les uns après les autres. L'article 17 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale nous indique que les médicaments, les dispositifs médicaux ou tous les produits de santé qui peuvent faire l'objet d'une prise en charge ne sont pris en charge que dans une mesure suffisante et appropriée. Et l'article 23, alinéa 1er du Code de la Sécurité sociale, nous indique que les prestations à la charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie, compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale. Donc cet article est très long et on en discutait avec Claude qui nous indiquait que, on peut le résumer en 2 mots, c'est efficacité et efficience. Voilà. Ce sont les 2 maîtres mots qui guident la prise en charge des médicaments. Effectivement, comme tu le dis, l'efficacité, elle est attribuée via l'autorisation de mise sur le marché, en fait. Hein. Si on reçoit une autorisation de mise sur le marché, ça veut dire que le médicament, il est efficace, c'est-à-dire il agit. Hein. Là, avec les articles 17 et 23 liés ensemble, c'est le critère d'efficience qui se rajoute à ça, c'est-à-dire la caisse de maladie, elle va faire jouer la carte de l'économie, quoi, hein. Elle va dire, est-ce que c'est faisable pour les affiliés de payer pour un tel traitement, hein, dans un cadre fixé. Et ça, c'est le critère d'efficience. Et à partir de là, découlent les exemples que tu vas nous citer par après, notamment l'article 98. Voilà, donc sur la base de cet article 23, alinéa 1er et 17, l'article 98 des statuts de la CNS exclut toute une certaine liste de médicaments, une liste limitative de médicaments qui sont d'office exclus, comme ne répondant pas à ce critère d'efficience prévu par le Code de la Sécurité sociale. Oui. Des exemples qu'on peut donner, c'est le traitement contre l'alopécie androgénique, par exemple. C'est un critère d'exclusion dans cet annexe D.
Ou un autre exemple, c'est les médicaments contraceptifs. Mais cet exemple-là montre, des contraceptifs montrent clairement que peut-être qu'au Luxembourg, dans la liste positive, les contraceptifs ne sont pas remboursés, ce qui ne veut pas dire que le Luxembourg ne rembourse pas la contraception. Il y a d'autres modèles en place, et dans ce cas précis, il y a des programmes de médecine préventive en place pour prendre en charge alors ces traitements-là. Tandis que pour l'alopécie, il n'y a pas de programme de médecine préventive dans ce cas. Voilà, ça c'est des exemples que je peux donner par rapport à ça. Voilà, donc là, pour lesquels on peut se référer à une liste qui est exhaustive, finalement, en tout cas des catégories des médicaments exclus d'office. Et il y a toute une autre série de motifs qui justifient des refus d'inscription sur la liste positive, et qui sont donc des critères à prendre en compte dans une demande. Alors, l'un de ces premiers critères, c'est la prise en compte du prix unitaire du médicament. Oui, ben dans ce cas-là, la CNS fait un contrôle très banal des prix unitaires, des conditionnements déjà sur le marché, et compare ça à la demande qui lui est posée, quoi. Et un exemple, s'il y a déjà un petit conditionnement pour une même molécule de la même firme sur le marché au même dosage, et que la demande contient c'est une demande de remboursement par un conditionnement plus grand, bah alors le prix unitaire doit forcément ne peut pas être supérieur, alors dans ce cas, au prix unitaire de la petite boîte, quoi. Ça, c'est ce qui en découle pratiquement de cette condition. Ouais, il faut une proportionnalité entre le prix unitaire et le conditionnement. Et le conditionnement, voilà. Alors une des deuxièmes règles qui s'applique, c'est en cas d'existence d'un médicament. Alors si on peut passer au slide suivant, c'est en cas d'existence d'un médicament de comparaison. Alors à ce moment-là, le prix demandé pour le médicament en question ne doit pas être supérieur au prix de ce médicament de comparaison. Voilà, si on parle de médicaments de comparaison, moi je pense à l'exemple des MeToo, hein. Dans ce cas-là, on a une molécule qui est très comparable par rapport à la molécule déjà inscrite dans la liste positive. Et si le prix maintenant est plus élevé pour cette nouvelle molécule, nouvelle entre guillemets, vu qu'elle se ressemble quand même, qu'elle est très proche structurellement à ce qui est déjà inscrit dans la liste positive, là nous on demande alors de justifier, de montrer une plus-value thérapeutique par rapport alors à une différence de prix éventuelle, quoi. Et donc à ce moment-là, un prix supérieur pourrait être justifié alors. Il pourrait être justifié, mais il faut alors prouver sur dossier et prouver cette plus-value, quoi. Alors, un des troisièmes critères, c'est la prise en compte de choix thérapeutiques. Donc ça, c'est un critère subsidiaire. En l'absence de médicaments de comparaison, il est possible de tenir compte d'éventuels choix thérapeutiques alternatifs. Oui. C'est-à-dire, on a l'ouverture, dans le cadre légal, on a l'ouverture, si on n'a pas de comparateur direct, de faire la comparaison par rapport à une autre approche thérapeutique. On pourrait donner l'exemple d'un traitement de kiné pour utiliser le traitement de kiné qui peut être à un fait anti-inflammatoire, et utiliser ça comme comparateur par rapport à un médicament anti-inflammatoire. Mais c'est une option qu'on a dans la base légale, oui. Une autre règle importante, c'est pour les médicaments essentiellement similaires, donc ça c'est le nom juridique pour désigner les médicaments génériques. Alors la demande qui les concerne doit porter sur un prix inférieur ou égal aux médicaments de référence. Oui, bah, le critère appliqué est très, très simple et très pragmatique aussi, hein. C'est que le générique il ne peut pas être plus cher que le médicament original. Ça se limite à ça, hein. Et là, c'est mécanique, c'est automatique, il n'y a pas de marge de manœuvre possible. C'est non, un refus. Non, parce que le cadre légal considère le médicament générique comme équivalent au princeps. Voilà, on ne va pas en discuter alors sur un prix supérieur à celui-là, même si les génériqueurs vont argumenter que, par exemple, leur profil par rapport aux excipients phénotoires est meilleur, mais bon, nous, on ne considère pas ça comme plus-value thérapeutique, quoi. Et enfin, une condition importante, c'est que ce médicament ait un usage conforme au résumé des caractéristiques du produit. Voilà, effectivement, dans le cadre légal, et tu l'évoques au niveau du slide, l'article 21 du règlement
de la liste positive, mais aussi au niveau des statuts de la CNS, dans l'article 105, on est tenu, via nos textes, à ne rembourser que dans le cadre prévu de l'AMM. Hein. Le RCP fait partie intégrante de l'AMM. Le médicament il a une indication spécifique qui définit, et nous on rembourse par rapport à cette indication-là. C'est ça que les textes prévoient. La CNS sait très bien que pour certaines indications, il n'y a pas de traitement enregistré, hein, il n'y a pas de traitement qu'on va trouver dans une indication d'un médicament spécifique, mais que dans l'usage journalier des médecins, ce médicament-là est quand même utilisé, on le sait très bien. Mais vu que l'usage off-label n'a pas de définition, pour le moment en tout cas, dans le cadre légal luxembourgeois, nos textes ne le mentionnent pas non plus. On est en attente, en fait, avoir cette définition plus claire de l'off-label pour changer nos textes. En résumé, la CNS ne s'oppose pas au remboursement off-label. Si on a des dossiers où on se rend compte que le médecin l'aurait prescrit et qu'il y aurait une autorisation préalable de notre part à faire pour un traitement spécifique, nous on va réagir par rapport à ça, on va faire les demandes nécessaires auprès du ministère de la Santé qui quand même c'est lui responsable de l'autorisation de mise sur le marché, et on demande alors à la direction de la santé est-ce que cet usage-là est accepté au Luxembourg ou pas, et puis on prend une décision par rapport à ça. Mais c'est une approche pragmatique à défaut d'une définition plus claire de l'off-label. Voilà, d'une manière générale, tous ces critères qu'on vient d'évoquer nécessitent toujours une appréciation au cas par cas de la demande. Donc on a essayé de les expliciter aujourd'hui, mais évidemment c'est toujours une analyse au cas par cas. Autre point qu'on va aborder, donc c'est la forme de la décision, décision d'inscription ou de refus sur cette liste positive. Donc c'est une décision qui a la forme d'une décision présidentielle du président de la CNS et qui est prise sur avis conforme du contrôle médical de la sécurité sociale. Voilà, et ça c'est un acteur essentiel dans le trajet de l'enregistrement jusqu'à un remboursement éventuel, c'est le contrôle médical de la sécurité sociale. Et c'est notre organe compétent pour faire l'évaluation médicale du dossier qui nous a été proposé. Eux, en leur sein, il y a des médecins de différentes spécialités et des pharmaciens qui travaillent sur les dossiers. Et nous, on est l'intermédiaire entre l'industrie et le contrôle médical. Et de façon générale, le trajet, nous on reçoit la demande, on fait l'analyse si la demande est complète, on fait notre approche par rapport aux critères économiques directs, je dirais, ces calculs de prix unitaire. On fait ça de notre côté, et en parallèle, le contrôle médical reçoit la demande d'inscription dans la liste positive. Et alors, on va cumuler, pas cumuler, mais on va considérer leur avis et notre position pour écrire une décision finale. Et cette décision, elle peut être... la décision a été mise, c'est une décision présidentielle que naturellement l'industrie peut contester si elle n'est pas contente avec ce qu'on a décidé au final. Voilà, donc les voies de recours sont indiquées également dans le Code de la Sécurité sociale. Donc c'est une opposition qui peut être introduite dans un délai de 40 jours à compter de l'adoption de la décision. Et cette décision finale pourra également faire l'objet d'un recours juridictionnel par après, ou d'un recours gracieux au choix du justiciable, au choix de l'industrie. Oui. Voilà, maintenant, si on regarde les effets, maintenant on a détaillé la chaîne, comment un médicament arrive à un remboursement ou pas. Si on regarde, point de vue rapport d'activité, ce que ça représente comme travail pour la CNS, on voit ici l'évolution du nombre total de demandes traitées par année, et en dessous le nombre de numéros nationaux ici,
de médicaments inscrits dans la liste positive au 1er janvier de l'année. Ce qu'on constate, c'est que les données sont assez variables, mais stables. J'ai vérifié comment la situation était en 2012 pour avoir une idée. Le nombre de demandes était autour de 500 aussi. On avait sur la liste positive un nombre un peu moins élevé. On était à 4400 enregistrements au niveau de la liste positive. Où d'un côté, on peut trouver une explication dans le fait qu'en 2015, il y a eu cette base légale qui a créé l'ouverture pour les médicaments à délivrance exclusive hospitalière dans la liste positive. C'est-à-dire ça explique un peu le nombre, pourquoi il y a plus de médicaments dans la liste positive maintenant. Et voilà, si maintenant on fait un peu le point sur le nombre de refus qu'on fait, c'est aussi stable, c'est autour de entre 20 et 15% de refus qu'on fait. Et si on regarde les raisons pourquoi on fait des refus, de façon générale, c'est des questions de prix, tout simplement, hein, ou c'est pour des questions de classification du ministère de la Santé qu'on a évoqué avant. C'est-à-dire, on voit dans les décisions négatives, la plupart, c'est parce que, ou bien la firme n'a pas mis à jour son prix au cours de la procédure, hein, c'est-à-dire au moment de la décision, on se rend compte que le générique, il n'a pas suivi la baisse de prix du princeps, on ne peut pas le rembourser, ou dès le départ, le médicament était classé comme usage hospitalier, nous on ne peut pas l'intégrer, ou dès le départ, le médicament faisait partie des médicaments contraceptifs, on ne peut pas le rembourser. C'est-à-dire les conditions sont souvent, on les voit dès le départ, et ça c'est peut-être une idée pour l'industrie, qu'elle se rend compte dès le départ où va se situer leur demande pour ne pas avoir ce travail à faire, hein, parce que si le médicament est dès le départ classé usage hospitalier, il n'y a pas la peine à se faire pour faire une demande au niveau de la CNS pour avoir un remboursement, parce qu'on ne peut que dire non, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas le rembourser au Luxembourg, ce que j'ai déjà évoqué avant. Si maintenant on regarde ces médicaments à délivrance hospitalière, comment leur volume a évolué, aujourd'hui ça représente environ 10% des numéros nationaux de la liste positive. Il y a 8 ans, en 2012, ce nombre était beaucoup plus bas. On était autour d'une quelques dizaines de médicaments. Et l'impact budgétaire, c'est la même chose, hein. Maintenant, on se retrouve dans le budget qu'on a vu au départ, 20% des dépenses de la CNS sont à attribuer aux médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, tandis qu'en 2012, ça représentait 2,5%. Et vraiment, les médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, c'est le moteur de la croissance des dépenses médicamenteuses pour le milieu extra-hospitalier. Mais d'un autre côté, c'est aussi le marché innovant, hein, parce qu'on voit, c'est ça les nouvelles molécules, c'est ça, c'est comme ça que le marché s'oriente. Voilà. Nous arrivons au terme de cette présentation. Merci beaucoup à nos deux intervenants orateurs qui ont été très clairs et très complets. Merci pour toutes ces informations. Avant de commencer les questions-réponses, je vous partage les coordonnées de Maîtresse Settel qui est joignable sur son adresse email. Monsieur Frieden aussi, soit sur son adresse personnelle, soit sur l'adresse du service, adresse d'ailleurs qu'il vous recommande puisque toute son équipe y a accès. Mon adresse, vous la connaissez, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite aussi à parcourir à nouveau l'ouvrage du droit des médicaments de Maître Settel, édition de février 2021. Il reprend tous les principes, toutes les législations, et c'est vraiment un guide au quotidien que je ne peux que vous recommander. Le site de la CNS, une mine d'informations, et puis celui de l'APL où vous retrouverez cette présentation et cette vidéo, ainsi que notre Vademecum qui est disponible en français et en anglais. Voilà, j'en arrive aux premières questions-réponses.
des questions qui m'ont été adressées par mail avant cet enregistrement. Certaines ont déjà été bien répondues, notamment par rapport à cette nouvelle, ce changement, ce shift vers les médicaments hospitaliers. Est-ce que le but est atteint? Parce qu'en 2015, il y a eu ce shift. Est-ce que le but est atteint et comment ça se traduit dans votre travail quotidien? Bah, effectivement, j'ai évoqué le sujet déjà avant. On a vu au fil du temps, c'est-à-dire les 10 dernières années, qu'il y avait vraiment du momentum dans cette évolution des médicaments à délivrance hospitalière. Au début, c'était quelque chose qu'on observait, c'était marginal, quoi. Et puis, mais à partir de 2012-2013, on a vu que ça a commencé vraiment à avoir que c'était plus négligeable, quoi, hein. Et on voyait aussi un peu, c'était une solution facilitée parce que il faut savoir qu'avant 2015, les médicaments à délivrance exclusivement hospitalière, ils ne pouvaient pas être mis à condition. C'est-à-dire, ils ne passaient pas sous le budget hospitalier, hein. C'est-à-dire, ils n'étaient pas contrôlés via les budgets hospitaliers, mais ils n'étaient pas non plus contrôlés ou ils n'étaient pas contrôlables via les statuts de la CNS. C'était un peu une enveloppe ouverte, là. Et quand on s'est aperçu de ça, on a dû trouver une solution à ça. Et la solution choisie, effectivement, c'était cette introduction de ces médicaments-là aussi dans la liste positive pour pouvoir, le cas échéant, mettre des mécanismes de contrôle quant à leur utilisation. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est pas évident maintenant dans ce groupe de médicaments pour encore délimiter la prise en charge par rapport à l'enregistrement lui-même, vu que c'est des traitements de plus en plus spécifiques et d'être, point de vue remboursement, encore plus spécifique que l'autorisation de mise sur le marché s'avère difficile à mettre en œuvre, mais pas impossible. Mais pour nous, c'était important d'avoir cette possibilité, le cas échéant, de pouvoir contrôler, en tout cas de mettre des mécanismes de contrôle sur la prise en charge, ce qui échappait totalement ce qui échappait totalement avant, quoi. Maintenant, pour dire si on a atteint notre cible, si on voit l'évolution, pas tout à fait, parce que c'est quand même le volet. Si on regarde la caisse comme quelqu'un qui doit contrôler ses dépenses, voilà. Et si on regarde ce domaine des dépenses de l'assurance maladie, qui quand même ont des croissances de 15, 20, 30% parfois par année, on ne peut pas dire qu'on a ça sous contrôle, mais on est en mode surveillance, on est dans un mode analyse pour pouvoir réagir, quoi. Et ça, on ne peut pas agir ou réagir si on n'a pas ce moyen qu'on s'est donné en 2015. Voilà. Merci. Et puis une question peut-être plus générale par rapport à la CNS, mais encore davantage par rapport à votre division des médicaments et dispositifs médicaux. Quelles sont votre vision et les défis à court, à moyen et à long terme? À court terme, vraiment, c'est le virage numérique, quoi. Parce que pour pouvoir prendre des décisions, il faut avoir la donnée de base. Et pour avoir la donnée de base, on ne passe pas à côté d'une digitalisation, d'une numérisation dans le monde actuel, parce qu'on n'arrive pas à gérer ça de façon juste par des ressources humaines, quoi. Et ça, c'est un défi général de la CNS, mais aussi pour le département. Et à court terme aussi, ce qu'on a remarqué maintenant avec les mois qui précèdent aujourd'hui, c'est qu'on était dans un mode, où on est, comme peut-être toujours, dans un mode très réactif par rapport à la situation externe. Il ne faut pas oublier, à court terme, de mettre aussi de l'énergie dans la qualité intrinsèque du travail, quoi. Et voilà, ça c'est pour moi un défi, parce que si on n'évolue pas, parce qu'on est trop focalisé sur ce qui se passe le jour, voilà, on ne peut pas réagir. Après un certain temps, on ne peut plus réagir. Et ça c'est un défi qui est important. À moyen
À moyen, à long terme, oui, c'est la maîtrise des coûts, naturellement. Et là, avec l'approche choisie générale au Luxembourg, d'avoir une fixation de prix qui est liée directement au prix de provenance du pays le pays de provenance du médicament, on bénéficie indirectement effectivement des efforts de négociation que font les pays limitrophes, notamment la Belgique, quoi. Ce qui nous permet, de notre côté, d'avoir un cost containment, oui, mais ces médicaments à délivrance exclusivement hospitalière échappent un peu à ça, et là-dedans, il y a un défi pour nous aussi, quoi. Merci beaucoup. J'en ai fini avec mes questions qui m'avaient été adressées. Est-ce que vous avez d'autres messages que vous voudriez partager avec nous au travers de ce webinaire? Claude, Camille, c'est le moment peut-être. Non, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir pu échanger avec Claude, qui est évidemment un interlocuteur privilégié sur toutes les questions de remboursement, qui sont essentielles pour l'industrie, puisqu'évidemment ça traite du volet financier qui est très importante pour l'industrie innovante. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu participer à cet effort de synthèse et d'explication des règles, et évidemment on reste à votre disposition pour apporter de plus amples précisions. Voilà, ça c'est un point que je voulais dire aussi de notre côté, de la CNS, de notre service, de notre département. En cas de questions, on est là pour répondre. On est un prestataire de service, hein. On est là pour répondre aux questions, et on n'est pas là pour rendre la tâche plus difficile qu'elle est. Et voilà, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser, de préférence via mail naturellement. Voilà, ça c'est mon ouverture. Bien, vous introduisez ma conclusion. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Donc cet enregistrement se termine. On vous retrouve dans quelques secondes sur Teams. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Merci.